On connaît la position de l'Union européenne sur la guerre en Ukraine. Today, we came together with a very clear purpose: to support the brave people of Ukraine. On sait très bien qui les Américains soutiennent entre Kiev et Moscou. We're helping Ukraine defend itself against Russian aggression. Quant aux Chinois, ils ont rarement caché leurs intentions. Si vous avez beau chercher et que vous ne savez toujours pas qui l'Union africaine soutient dans cette guerre des blocs, c'est parce qu'elle ne soutient personne. Pour l'Afrique, nous voulons la paix. Nous ne voulons pas être alignés sur ce conflit, très clairement. L'abstentionnisme est une manière de prendre position si l'analyse des intérêts des États exige d'adopter une position qui ne consiste pas à soutenir un camp au détriment d'un autre. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer pourquoi les pays africains ont majoritairement choisi de ne pas choisir. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, en réalité, c'est un retour de la géopolitique sur le continent africain. Ensuite, je vais vous dire pourquoi ce non-alignement fragilise encore plus l'Afrique. Avec la guerre en Ukraine, les blocs se reforment, les alliances se reconfigurent, les non-alignés se repositionnent. Deux blocs s'affrontent, le bloc russe face à celui de l'Occident. Les grandes puissances face aux puissances émergentes. Alors qu'en Asie, en Amérique et en Europe, les pays prennent position, l'Afrique reste divisée. Au total, 22 pays du continent n'ont pas exprimé d'opinion sur l'actuel conflit en Ukraine. Cette carte en est la parfaite illustration. On y voit qui soutient qui depuis le début de l'invasion le 24 février 2022. En jaune, ceux qui défendent l'Ukraine. En tête, les Américains, les Européens et les Canadiens. En rouge, les pays fidèles à la Russie, l'ex-URSS. Intéressons-nous au choix du continent africain. À l'ONU, 28 États ont condamné l'invasion russe. 17 ne se sont pas prononcés et 8 n'ont pas voté. Le président de l'Union africaine et le président de la commission de l'UA ont exprimé leurs préoccupations et appelé à un cessez-le-feu. Point final. Selon le politologue Michel Gali, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, ce vote révèle un malaise et la division d'une Afrique qui ne sait pas s'il est préférable de suivre le pays référence ou prudemment s'abstenir tant qu'on n'a pas encore le dernier mot du conflit. Il y a tous cette lutte hégémonique entre les grandes puissances qui, me semble-t-il, extrêmement important au niveau de la réflexion sur la politique étrangère de l'Afrique, qui conduit le continent donc à, lui, regretter cette guerre, à la condamner, mais tout de suite à ne pas prendre une position qui consisterait à être du côté occidental ou du côté de la Russie. La prudence donc. Mais pourquoi le continent ne se constitue pas en un bloc puissant et influent? Pour moi, c'est tout l'enjeu, c'est le défi à venir des États africains. Aujourd'hui, il y a une nécessité criante, urgente, absolue pour ces États de développer leur propre perspective stratégique sur leur propre sécurité. Revenons à notre carte. En additionnant les 17 abstentionnistes assumés aux 8 cachés, on obtient 25 pays africains sur 54 qui ont préféré ne pas condamner la Russie, soit près de la moitié du continent. Autre fait intéressant, sur 54 pays, aucun n'a soutenu les sanctions contre la Russie. Et d'ailleurs, aucun des pays africains n'a plus introduit de sanctions contre la Russie depuis 2014. Même si cela ne veut pas nécessairement dire que l'Afrique soutient la Russie, on voit bien une tendance inédite favorable à Moscou, ou du moins défavorable à l'Occident. Et l'on voit, par exemple, que les votes qui, en général, étaient favorables à certains des 5 membres permanents, par exemple la France, aujourd'hui se déporte de manière affirmée ou indirecte sur les puissances avec lesquelles elle est en concurrence, en l'occurrence la Russie. Pour le chercheur Amadou Sadio Barry, une fois encore, l'erreur des gouvernements africains consiste à demeurer dans une logique de subordination, les obligeant à choisir une puissance plutôt qu'une autre. Quelle identité nous voulons avoir sur la scène internationale? Voulons-nous demeurer toujours dans une posture de dépendance ou voulons-nous vraiment aussi imprimer notre marque à la lumière de ce que nous sommes à l'intérieur sur la scène internationale? Pour lui, il faut construire une réelle politique de souveraineté en matière de sécurité et de défense. Je pense qu'aujourd'hui, la première étape, d'abord, à l'intérieur de l'Afrique, d'avoir une interrogation sur le cadre politique et institutionnel capable de soutenir une politique étrangère. On a beau dire qu'on veut être influent, mais si de l'intérieur du continent, nous n'avons pas les leviers nécessaires pour soutenir notre influence, eh bien, ce ne sera pas possible. Et cela passe par une réévaluation des outils existants au niveau de l'Union africaine, l'architecture africaine de paix et de sécurité et les communautés économiques régionales. L'objectif étant de former une puissance africaine
dans un monde multipolaire. Il est extrêmement important pour les États africains d'affirmer leur vision de la sécurité et d'inscrire leur coopération avec des puissances extérieures dans le cadre des objectifs qu'ils définissent de manière très claire à l'échelle nationale. D'où cette tentative des pays africains de multiplier les alliés et les alliances pour éviter la dépendance aux alliés traditionnels. Je pense qu'il est absolument essentiel aujourd'hui de réfléchir à cette diversification qui est souhaitée par les États africains. On peut parler aussi de la coopération qui se renouvelle avec Israël et qui démontre une volonté très affirmée de sortir d'un tête-à-tête avec les puissances établies comme des partenaires historiques. La dépendance est également économique et ça aussi, ça pèse dans la prise de position des pays africains. Tenez par exemple, 25 pays africains sur 54 importent plus du tiers de leurs besoins en blé des 2 pays actuellement en conflit. 15 d'entre eux en importent plus de la moitié. 2 pays affichent même une dépendance totale. Le Bénin, en l'occurrence, importe 100% de blé russe et la Somalie se fournit à 70% en Ukraine et à 30% en Russie. Pourquoi les pays africains ne produisent pas et ne se vendent pas entre eux le blé dont ils ont besoin? Et aujourd'hui, la ZLECAf, bien qu'elle n'est pas encore tout à fait effective dans l'ensemble du continent, mais que le projet est quand même là. Il y a aussi l'intégration socioculturelle qui est encore sur l'état de gestation, mais il y a quand même là des initiatives. Malheureusement, elles ne sont pas encore soutenues par les États. Pour sauvegarder leurs intérêts nationaux et craignant de perdre leurs alliés, les pays africains se contentent de s'aligner en s'alliant aux blocs déjà existants au lieu de constituer eux-mêmes un bloc capable de peser globalement. L'Afrique depuis les indépendances n'arrive pas à se projeter sur la scène internationale de manière à rompre justement avec la dépendance, de manière à se positionner comme un acteur majeur du système international qui pourrait aussi influencer le système d'un sens ou dans un autre. Regardez la Centrafrique et le Mali par exemple. Ils se sont tournés vers la Russie. Le Cameroun et Madagascar ont également signé un accord de défense avec la Russie. Ce sont 4 des partenaires africains historiques de la France qui vont maintenant chercher protection et armement à Moscou plutôt qu'à Paris. Ce que je crains, c'est que l'on s'achemine vers un phénomène que l'on constatait déjà depuis des décennies au niveau tactique, que moi je qualifiais d'acculturation, c'est-à-dire l'empilement de différentes influences par le biais de la coopération en matière de défense qui se manifeste par des formations, par du conseil, par de l'équipement. Or, cet empilement de différentes influences a suffisamment montré ses limites, voire son échec. On l'a vu de façon criante dans le cas du Sahel, où malgré les moyens colossaux qui ont été déployés non seulement à titre bilatéral, mais aussi à titre multilatéral, qu'il s'agisse des missions de formation de l'Union européenne, qu'il s'agisse de la MINUSMA, donc des Nations Unies, on voit très bien que ces approches se trouvent complètement submergées par ce que l'anthropologue Jean-Pierre Olivier de Sardan appelle la revanche des contextes. Au final, que ce soit la Russie ou la France, la Chine ou les autres, tant que l'Afrique n'aura pas sa propre politique étrangère et les moyens de sa politique, tant qu'elle sera incapable de s'unir et de se défendre toute seule, elle ne pourra pas défendre ses États, qui continueront chacun individuellement à s'aligner derrière des blocs en quête de soutien et de défense et au gré des intérêts économiques. Et vous, croyez-vous en une Afrique unie suffisamment puissante pour faire bloc au lieu de suivre les blocs? Pour mieux comprendre pourquoi l'Afrique n'arrive pas à faire bloc, il faut prêter attention au tracé des frontières qui la divisent. Regardez Carte Afrique et abonnez-vous à notre chaîne AG+ Français pour ne pas rater nos prochaines vidéos.